Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, des histoires de vengeance. L'histoire suivante nous est postée par David Maggs. Cela s'est passé en 1995, dans une petite ville de campagne dans la province de Chaco, en Argentine. Ici, tout le monde se connaît, même aujourd'hui. Mon père était électricien, le seul de la ville. Il voyait donc constamment des gens, et comme il était né et avait grandi ici, il était très bien connu de tous. Il a grandi avec de nombreux policiers de l'époque et ils ont même fait des asados ensemble, des barbecues argentins, au moins 3 fois par mois pendant des années. Mon père n'était pas un homme violent, c'est la seule fois où je l'ai vu faire quelque chose comme ça. L'autre homme et son sale gosse n'étaient pas de la ville. Ils avaient déménagé ici environ 1 an auparavant. Ils venaient de Buenos Aires. Je ne connaissais pas vraiment ce type, seulement son fils qui était un vrai knard avec presque tous les enfants du quartier et qui s'en prenait constamment à moi et à mon frère parce que nous étions les plus jeunes du quartier et que nous ne pouvions donc pas nous défendre. Bucky n'était pas dressé puisque nous ne connaissions rien au dressage, mais il était loyal et enjoué avec tous les enfants. Une chose est sûre, c'est qu'il était protecteur. Un après-midi, nous jouions dans le parc et sale gosse arrive. Il nous a d'abord jeté des pierres puis s'est rapproché et a commencé à nous insulter. Et nous, qui étions petits, avons eu peur. Il était plus grand que nous. Nous avons essayé de partir, mais il nous a bloqué le passage et a commencé à frapper mon frère. J'ai essayé de l'arrêter, mais il a fait la même chose avec moi. Bucky nous a entendus pleurer et est arrivé en courant, a sauté et a attrapé le bras de sale gosse d'un seul coup. Il a mordu, secoué et relâché, restant entre nous et la brute en aboyant comme un fou jusqu'à ce que le gamin parte en courant. Nous l'avons vu entrer dans sa maison. Et quelques secondes plus tard, le père est arrivé avec une masse. Bucky se tenait devant nous, les poils dressés et aboyant, mais l'homme ne s'est pas arrêté. Il s'est approché, a levé la masse et l'a abattu directement sur la tête de Bucky. Il ne l'a pas frappé 1 fois, il l'a frappé 5 fois. Je n'oublierai jamais le premier coup. Avant que je lise la suite, les âmes sensibles, passez au timecode suivant. Bon, ceux qui sont encore là, vous êtes des psychopathes. Le son de l'acier se connectant au crâne, le gémissement douloureux de notre chien. Bucky a été assommé dès le premier coup. Au 5e et dernier, sa tête était enfoncée. Mon frère et moi étions figés sur place, morts de peur, et nous pleurions beaucoup. L'enflure de père a dit quelque chose dont je ne me souviens plus, et il est parti. Nous avons été incapables de bouger pendant un moment, tant notre peur était grande. Finalement, j'ai attrapé mon frère et je suis rentré à la maison. Papa était en train de réparer un ventilateur, et quand il nous a vus, il nous a demandé ce qui s'était passé. Nous lui avons raconté, et il nous a dit « D'accord, bon, on va se laver la figure et on va manger une glace. » Oui, c'est ce que notre père a fait. Il nous a emmenés manger une glace. Il a bien réussi à masquer ses émotions et s'est montré joyeux avec nous. Ce soir-là, alors que mon frère dormait et que je jouais dans la cuisine, il a pris la clé à molette, nous a dit, à maman et à moi, qu'il devait réparer quelque chose dans le voisinage. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un autre voisin, car les voisins demandaient souvent à mon père de réparer des choses. A fait un signe de tête à maman, qui lui a répondu par un signe de tête. Oui, elle savait. Et est parti. Il est revenu quelques minutes plus tard, m'a dit d'aller me coucher, et c'est tout. 10 ans plus tard, nous avons appris ce qui s'est passé. Il est allé chez le gars, a frappé à la porte, et lui a donné un coup de poing si fort que sa tête a basculé en arrière. Il lui a dit qu'il lui casserait un membre pour chacun de ses enfants qu'il a fait pleurer. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il aurait fait si nous avions été plus de 2 enfants. Il a continué à frapper le gars devant sa famille, puis a pris la clé à molette et lui a cassé les jambes. Il a ensuite quitté la maison et rentré chez lui, m'a demandé d'aller me coucher, a parlé à maman et est allé directement à la police. S'est rendu et ils ont attendu que des policiers aillent voir l'autre gars avant de faire quoi que ce soit. Mon père leur a aussi montré notre chien mort. Et la police a trouvé la masse dans la maison de la brute, avec du sang encore frais dessus, et ils ont laissé mon père partir. Ils ont aussi parlé au gars quand il s'est rétabli, et ils lui ont suggéré de quitter la ville, car s'il n'était pas aimé avant, il ne le serait jamais maintenant. Pour cela, vous devez comprendre l'état d'esprit de certaines petites villes de campagne. À l'époque, nous regardions les étrangers avec méfiance, et il fallait un certain temps pour que les gens s'habituent à toi si tu étais nouveau en ville. Cependant, ces personnes sont arrivées, et n'ont pas été très appréciées. Apparemment à cause de l'enfant, et du père qui était aussi un knard. Je n'approuve pas les actions de mon père, et je ne justifie en aucune façon les événements qui se sont produits à l'époque. Mais en tant que père moi-même, je peux tout à fait comprendre jusqu'à quel point un homme peut réagir lorsque ses enfants sont en jeu. J'aimais mon père et j'ai un respect fou pour lui. Repose en paix, papa.
tu nous manques beaucoup. Tu n'approuves peut-être pas les actions de ton père, Opi, mais il a drôlement bien fait. T'éduques pas ton gosse, il embête les autres enfants ont un chien, le chien attaque, tu décides d'aller attaquer le chien, la famille se venge. Tant pis pour toi, tant pis pour tes jambes, t'as de la chance d'être en vie déjà. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne ou qui l'ont déjà pas mal exploré, vous savez, à chaque fois je me demande comment ça se passait genre à la préhistoire, comment tu faisais quand t'avais quelqu'un de profondément désagréable au sein de la tribu. Vous savez, quand il y avait genre peut-être 80 individus dans une tribu. Et ben maintenant vous savez, si vous vous comportiez mal, la tribu vous tombait dessus. Voilà. L'histoire suivante est postée par Big Jer 2007. Pour le contexte, il s'agissait de son cousin par alliance. Commençons cette histoire en disant que cela s'est passé il y a 12 ans. Je suis maintenant marié et heureux. J'ai 3 enfants et je ne regrette absolument rien. J'ai été avec mon ex pendant 3 ans. J'avais remarqué qu'elle voulait tout contrôler, et pas qu'un peu. Je devais lui donner tous les détails de ma journée et lui communiquer mon emploi du temps à l'avance. Et si je m'en écartais, elle était très contrariée. Elle mettait cela sur le compte de ses mauvais pressentiments et l'assimilait à sa paranoïa à l'égard de ses relations passées où elle avait été trompée. Je ne l'ai jamais trompée et je ne lui ai jamais donné de raison d'agir ainsi. Il me semblait indigne pour un fiancé d'agir de la sorte. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Après qu'elle m'ait demandé mon emploi du temps pour faire des plans, car le mien a tendance à être plus chaotique que le sien, j'ai remarqué qu'elle envoyait un texto à quelqu'un. Dans mon métier, si je travaille plus de 40 heures, j'ai la possibilité de prendre des congés à ma guise, à condition que le travail soit terminé à une date ultérieure. J'étais très ami avec un frère et je le suis toujours. Nous en rions encore aujourd'hui et il le lui rappelle activement. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je voulais faire quelque chose de spécial pour elle un peu avant notre anniversaire pour m'assurer que ça serait une surprise. Ils travaillaient tous les deux dans le même atelier de fabrication. Il était fabricant et elle était responsable de l'expédition. Il a eu la gentillesse de me communiquer son emploi du temps. C'est là que le problème se pose. À mon insu, elle renonçait aux heures supplémentaires. Elle travaillait des quarts de 12 heures du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi où elle ne travaillait qu'une demi-journée. Elle prenait ses mercredis matins à peu près au moment où elle a commencé à vouloir tout contrôler. Heureusement pour moi, j'avais accumulé plusieurs jours de congé, si bien que prendre un mercredi de congé n'était pas un problème pour moi. Quelques jours passent et le mercredi arrive. Je mets ma tenue de travail et je pars travailler. J'attendais qu'elle parte. Notre complexe d'appartements avait 2 sorties qui donnaient sur la même route, que je pouvais voir depuis un centre commercial juste en face. Alors j'ai garé ma voiture et j'ai attendu. Au bout d'1 heure environ, je remarque une Mustang rouge très particulière avec un autocollant spécifique sur la vitre arrière. C'était son cousin par alliance. J'avais également fait mes devoirs, j'avais acheté un vieil ordinateur portable que nous gardions sur notre bureau dans une zone de travail avec une vue complète sur le salon, la porte de la chambre et la salle de bain, plus la cuisine. Je l'avais configuré pour qu'il soit accessible à distance et qu'il m'alerte lorsque la webcam remarquerait un mouvement. En lui accordant le bénéfice du doute, j'ai pensé qu'il pouvait déposer quelque chose ou venir l'aider à faire quelque chose, comme le fait parfois sa famille. Bien sûr, un message est arrivé, alors j'ai accédé à distance à mon ordinateur portable. Cousin franchit la porte sans hésiter. Elle déboutonne sa chemise et commence à l'embrasser. J'ai créé un lien URL pour la diffusion en direct, et pendant qu'elle était occupée, j'ai envoyé le lien sur les groupes de discussion, familiales et amis. Ils en faisaient tous les 2 partie, mais ils étaient actuellement indisposés et n'ont pas regardé leur téléphone. Ils n'ont même pas attendu. Ils auraient pu aller dans la chambre. Mais non, ils ont décidé de s'éclater sur le canapé. En quelques minutes, j'ai reçu des appels sans arrêt, d'amis et de membres de la famille. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Son téléphone se faisait bombarder de messages, mais elle l'ignorait. Ce n'est qu'au 4e ou 5e appel qu'ils ont décidé de faire une pause. Pour situer le contexte, l'état dans lequel je vis autorise le filmage et enregistrement des biens personnels, quel que soit leur état d'occupation. J'étais le seul sur le bail. Elle n'avait pas le droit d'être sur le bail à cause de son mauvais score de crédit. L'appel qu'elle avait pris provenait de la mère du cousin qu'elle était en train de se taper. Elle a mis le haut-parleur sur le téléphone et je vous jure, les premiers mots qui sont sortis de la bouche de la mère ont été « Arrête de te taper mon fils !» Ils se sont tous les 2 figés et elle a commencé à bégayer en disant « De quoi tu parles ?» etc. La mère a ensuite révélé que j'avais envoyé à sa famille une vidéo en direct d'eux. Elle a pris tous les coussins du canapé et s'est couverte. Le cousin est parti en titubant en essayant d'enfiler son pantalon et ses chaussures, avant de trébucher et de se cogner la tête contre ma table basse. Il l'a bosselé. À ce moment-là, je me suis rendu devant le complexe d'appartements. J'étais là pour accueillir la raclure lorsqu'il est sorti par l'entrée principale. Il s'est figé
et s'est mis à pleurer en s'excusant abondamment. Je ne vais pas mentir, ce qui s'est passé ensuite n'a pas été mon meilleur moment, et j'ai failli avoir des ennuis judiciaires s'il n'y avait pas eu le fait qu'il était un intrus sur une propriété privée. Disons que j'ai eu un plâtre pendant 6 semaines, et qu'il n'a figuré sur aucune photo de famille pendant des mois. Je suis monté à l'appartement, où elle était maintenant entièrement vêtue, et pleurait de façon inconsolable. Je lui ai demandé si c'était de la mort ou du cerme sur son visage. Je lui ai dit de ne pas répondre, parce que ça n'avait pas d'importance de toute façon. Je lui ai donné 1 heure pour récupérer toutes ses affaires, car encore une fois, tout ce qui se trouvait dans l'appartement était à moi, à l'exception des vêtements, d'un peu de maquillage et de quelques ustensiles de cuisine. Sa mère n'a pas voulu la laisser emménager, car elle était trop gênée. Même chose pour ses frères, et la mère du cousin a mis son fils à la porte. La rumeur s'est très vite répandue dans notre ville, et faute de mieux, elle était intouchable. C'est pour ça qu'il faut penser à couvrir ou à débrancher sa webcam, non pas pour pouvoir tromper son ou sa partenaire, mais pour éviter de se faire filmer chez soi. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Je travaille pour une grande entreprise informatique internationale. Mon équipe fait partie d'une équipe élargie et d'une équipe de division encore plus grande. Le directeur de cette division s'appelle Raj. Il est basé aux États-Unis et est ce que beaucoup appelleraient l'incarnation de la définition d'un gars qui fait de la lèche. D'après lui, il est constamment en visioconférence avec le PDG et a beaucoup d'interactions en face à face avec lui. Il apparaît également sur une grande partie des mails promotionnels et du matériel photographique de notre division. C'est donc une personne reconnue à l'échelle de l'entreprise. Quant à moi, je suis un technicien écossais qui travaille dans la fosse. Mon supérieur direct est toujours satisfait de mes performances, et je suis assez connu dans notre équipe élargie, mais pas tellement dans l'équipe de division. Jusqu'à cet événement, même si je connaissais Raj et sa réputation, je n'avais jamais travaillé directement avec lui. J'ai été invité à un événement de collaboration à l'échelle de l'entreprise en Amérique, que nous utilisons habituellement pour la formation technique et la discussion sur l'innovation. Nous nous sommes rendus sur place et il y a eu quelques événements sociaux initiaux et des rencontres. Raj faisait partie du groupe et son comportement général semblait adapté à la réputation qui le suivait. Nous avons entamé la première journée, les yeux brillants et la tête plein d'entrain. J'ai été affecté à un groupe de 10 personnes pour travailler sur un problème de codage. Tout se passait bien, jusqu'à ce que nous fassions des présentations de groupe. Pour notre groupe, une jeune femme nommée Nathalie présentait nos résultats. Tout semblait bien se passer, mais une fois la session terminée, Raj a demandé à voir Nathalie dans le hall. Depuis l'intérieur de la salle, nous pouvions entendre Raj littéralement hurler sur elle. De très nombreuses insultes ont été proférées, et nous pouvions également entendre des frappes sur le mur. Nathalie est revenue dans la pièce en sanglotant, au grand choc de tout le monde. Raj est revenu, comme si rien ne s'était passé. Ce schéma s'est répété tout au long de la semaine. Raj désignait des personnes pour ses critiques de performance en tête-à-tête. Il expliquait en détail en quoi le travail n'était pas à la hauteur et comment l'équipe devait s'améliorer, tout en prenant des photos de groupe pour les communiquer de l'entreprise à l'intention des supérieurs, en orchestrant les photos pour que nous ayons tous l'air d'une grande famille heureuse. J'en ai parlé à certains membres de mon équipe qui étaient restés au pays pendant mon temps libre, et il s'avère que ce comportement a toujours fait l'objet de rumeurs, mais personne ne connaissait quelqu'un qui en avait déjà fait l'expérience. Je ne sais pas quelle est la culture professionnelle pour ce poste dans un pays comme les États-Unis, mais ici, nous avons des règlements sur la dignité au travail. Critiquer les performances, c'est bien, mais pas quand vous vous livrez à l'humiliation rituelle de vos employés. Je savais exactement ce que j'allais faire. Les jours suivants, j'ai fait en sorte de faire plus de présentations que n'importe qui d'autre et de faire vraiment un effort pour attirer l'attention. Comme je l'espérais, il m'a demandé de discuter avec lui et m'a entraîné dans le hall. Il n'a pas attendu que la porte se referme pour commencer à fulminer. Il a prétendu que je n'avais aucune idée de ce dont je parlais, alors que cela faisait probablement 20 ans qu'il n'avait pas fait de travail technique lui-même. Il était ignoble, il criait et me crachait au visage. J'ai aussi appris ce qu'étaient les bruits de claquements. Il frappait les portes et claquait ses mains sur le mur près de moi, comme pour essayer de m'intimider. Mais j'étais préparé mentalement et j'ai souri et hoché la tête pendant toute la durée de la crise. Il avait l'air furieux que je réagisse de cette façon, et à la fin, j'ai cru qu'il allait se péter un vaisseau sanguin. Quand il a eu fini, je lui ai demandé s'il avait terminé. Il m'a dit de dégager et c'est à ce moment-là que je l'ai fait. Je lui ai donné un baiser de Glasgow. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un coup de boule. Et ce n'est pas le premier coup de boule que je donne dans ma vie, ayant été élevé près de Glasgow. Il s'est effondré sur le sol, en état de choc, se tenant le nez, qui n'a malheureusement pas saigné, et me regardant. Je me suis penché, et avec mon accent le plus glasgowien, je lui ai chuchoté.
Si tu me manques encore une fois de respect à moi ou à mes collègues, je te botterai le derrière la prochaine fois, espèce de raclure. Je suis retourné dans la pièce, mais pas lui. Inévitablement, j'ai reçu l'appel des ressources humaines. Raj était également dans la pièce et j'ai pu voir qu'il avait 2 yeux au beurre noir suite au coup de boule. On m'a demandé de m'expliquer et j'ai dit la vérité, en grande partie. J'ai expliqué son comportement abusif, mais je me suis concentré sur les coups de poing et le fait que cela m'avait intimidé. Ce n'était pas vraiment le cas, mais j'ai beaucoup insisté sur cet aspect de la rencontre. J'ai décrit le coup de boule comme une réaction lorsqu'il a frappé le mur juste à côté de ma tête avec ses mains. Je n'étais pas sûr de l'histoire qu'il leur avait racontée, mais on m'a demandé de partir après cela. J'ai fini par avoir une sanction disciplinaire dans mon dossier, mais aucune autre conséquence. D'autres membres de l'équipe ont été interrogés au cours des jours suivants, et une fois que le modèle d'abus a été établi, Raj a été licencié de l'entreprise. Le plus satisfaisant, c'est que le lendemain, lorsque tous les participants au stage sont sortis dîner, Nathalie a insisté pour qu'ils se tiennent à côté d'elle pour la photo de groupe de la division, les yeux au beurre noir et tout le reste. Je dois penser que cette photo a contribué à sa chute, d'une manière ou d'une autre. C'est étonnant qu'il se soit pas pris une tarte plus tôt, ce gars. Je veux dire, il est tellement menaçant avec ses employés que c'est étonnant que t'en aies pas un qui ait répondu en le tapant juste par réflexe. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous, et ça me motive à continuer. Dans la description, vous trouverez les plateformes de soutien et mon adresse mail si vous avez des histoires à m'envoyer. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.